Alors, bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir Aline Parot qui nous vient tout droit de Belgique, où elle s'est expatriée pour faire de la recherche après une thèse à Grenoble, et qui va nous parler pour cette 36e séance de MathPark d'un voyage au pays des graphes. Merci. Bonjour, alors merci pour l'invitation, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous parler de quelque chose, d'un objet mathématique en fait, que j'ai rencontré juste après le bac, je pense, qui m'a suffisamment intéressée et interpellée pour qu'après j'en décide de continuer à faire mes recherches là-dedans et à faire une thèse sur le sujet. Donc j'espère que vous allez aussi trouver ça chouette. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà dû rencontrer des graphes un petit peu par-ci par-là. J'espère que vous allez quand même trouver des choses que vous ne connaissez pas qui vont vous intéresser dans ce que je vais dire. Et voilà. Donc je ne vais pas vous parler tout de suite de graphes. Je vais d'abord commencer par... donc n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, on a le temps, donc je pourrais expliquer. Je pense que s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il y a sûrement d'autres personnes à côté qui n'ont pas compris, donc n'hésitez pas. Donc je vais d'abord vous parler de juste de petits problèmes. Donc ce n'est pas des problèmes très compliqués, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc premier problème qu'ont dû se poser beaucoup de vos profs, ou en tout cas les directeurs d'établissement. Donc combien de salles pour les cours suivants, pas suivants d'ailleurs. Donc vous avez 6 cours, anglais, biologie, chimie, droit, espagnol, français. Vous avez les horaires des cours et vous voulez savoir de combien de salles vous avez besoin pour pouvoir caser tous ces horaires. Évidemment, vous n'allez pas faire le cours d'anglais en même temps que le cours de français dans la même salle. Donc combien de salles vous avez besoin pour faire ces cours-là. Donc, je vous laisse regarder et puis me dire, d'après vous, combien de salles par besoin. Donc par exemple, on pourrait mettre l'anglais avec le droit et le français, ça ferait une salle. La biologie avec l'espagnol et la chimie dans une 3e salle. Okay, donc on y arrive avec 3 salles. Il y a peut-être d'autres solutions que celle-là, mais on peut faire avec 3 salles. Est-ce que c'est possible avec 2 salles? Est-ce que vous pouvez me donner un argument fort pour me dire bah non, c'est pas possible avec 2 salles? Ouais. Voilà, les 3 premières matières s'intersectent. Par exemple, on peut regarder à 8h30. Bah, il y a en même temps anglais, biologie, chimie. Il faudra forcément 3 salles différentes pour faire ces 3 matières. OK. Donc là, on a réussi. On sait que 3 salles, c'est le minimum. On peut s'imaginer quand on a beaucoup plus de cours, ça va être un peu plus compliqué que ça, mais soit. Donc maintenant, deuxième problème qui a, a priori, pas grand-chose à voir. J'ai une carte comme ça, j'ai des zones à colorier. Je voudrais colorier mes zones et je voudrais jamais que 2 zones soient de la même couleur côte à côte parce que c'est pas très joli. De combien de couleurs j'ai besoin? Alors avec 4 couleurs, ok, on va dessiner. Donc après, à chaque fois, je cherche quand même à minimiser mon nombre de couleurs ou mon nombre de salles. Voilà, donc 4 couleurs, on peut y arriver. Ok, est-ce qu'on peut faire mieux? 3 couleurs, ouais, on peut y arriver avec 3 couleurs, comme ça, par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire 2 couleurs? Pourquoi? Donc il y a 3 pays qui se touchent, ces 3-là, ils se touchent tous 2 à 2, donc on ne pourrait pas mettre 2 fois la même couleur, il y en aurait forcément 2 d'entre eux qui se toucheraient quand la même couleur. Ok, donc quel est le lien? Donc ça c'est ce que je viens de dire. Quel est le lien entre ces 2 problèmes? Donc on a 2 problèmes qui ont l'air très différents, on va essayer d'enlever un peu toute l'information parasite qui ne sert à rien. Donc par exemple pour le premier problème, déjà l'anglais, que ce soit de l'anglais, de l'allemand, c'est pas très important, on va l'appeler A, et on va juste mettre l'intervalle de durée sur lequel il est. Puis pareil pour toutes les autres matières. Donc je fais juste ça, puis en fait je m'en moque si ça commence à 8h ou si ça commence à 10h. Tout ce qui m'intéresse finalement, c'est de savoir quelle matière va s'intersecter avec quelle autre. À quel moment j'ai une intersection, à quel moment j'ai pas d'intersection. Par exemple, si le droit il se mettait à commencer à 8h, ça me changerait un petit peu mon problème. Par contre, s'il commençait à 9h15, ça ne changerait rien. Ouais. Donc finalement, là j'ai fait un petit dessin avec des intervalles. Ce qui va m'intéresser, c'est juste de savoir qui s'intersecte avec qui. Mon coloriage, pareil, mes zones, je pourrais un peu les changer, je pourrais un peu les déformer, ça ne changerait pas fondamentalement le problème, tant que je sais quelles zones vont s'intersecter avec quelles zones. Donc là, j'ai aussi mis des noms, et finalement, la seule information qui est importante, c'est ça, donc c'est ça un graphe, je vais y revenir dessus après. Pour chaque point, donc pour chaque zone ou pour chaque intervalle qui correspondait à des cours, j'ai mis un point, donc c'est mes 6 points A, B, C, D, E, et j'ai mis un trait entre mes points, pour les intervalles quand ils s'intersectaient, pour les cartes quand les 2 pays se touchaient. Et en fait, ça me donne les incompatibilités entre mes différents
Et une fois que j'ai ça, en fait, j'ai toute l'information qu'il y avait dans les problèmes, j'ai plus vraiment besoin de regarder les problèmes. Donc finalement, mes deux problèmes très différents au départ, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ce qu'on cherchait, c'est prendre ce graphe-là et colorier ce graphe-là. Donc colorier, ici, ça veut dire pas mettre la même couleur au bout d'un trait, pas mettre deux fois la même couleur. Et une fois que j'ai colorié mon graphe, je suis capable de retrouver des solutions de ce que j'avais au départ. Ça, c'était ma petite introduction pour vous dire que derrière des problèmes qui ont l'air très différents, finalement, il y a la même chose et le graphe va nous permettre de modéliser ces problèmes avec une manière qui va être plus condensée. On va juste garder l'information importante. Donc, qu'est-ce que c'est un graphe, un peu plus précisément? Un graphe, c'est des sommets, donc ça va être les points, et des arêtes, ça va être les traits que je vais mettre entre les sommets. Donc, je vous ai rapporté des spécimens de graphes. Donc, j'en ai un ici. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de ramener ça? Parce que le dessin, il peut être un peu trompeur. Finalement, mon trait, c'est pas très important comment il va être dessiné. Ce qui est important, c'est de savoir entre qui et qui il est, surtout. Donc, j'en ai rapporté un là. J'espère que ça va tenir. Normalement, c'est censé être aimanté, mais les tableaux ici ne sont pas métalliques. Donc... ça va pas bien tenir. C'est pas très grave. J'en ai un là, j'en ai un autre ici. Voilà, je vais essayer de ne pas les emmêler. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux graphes-là, c'est les mêmes? Donc, je vous laisse réfléchir dessus. C'est pas très pratique quand même. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas passer mon temps à manipuler ces trucs-là qui s'en mêlent. Je vais les dessiner plutôt comme ça. Donc ça, en fait, c'est le graphe qui est là. Mais il est dessiné de deux façons, mais c'est le même graphe. Si vous regardez, vous pouvez peut-être plus vous convaincre avec le dessin de droite qui est plus propre. Ce sommet-là, en fait, c'est celui qui est en haut. Puis après, il y a 5 sommets comme ça qui sont reliés. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est juste que je l'ai dessiné un peu autrement, mais c'est le même graphe. C'est juste que je déplace mes sommets. Mais c'est la même chose. Donc moi, je m'en moque un peu de comment ils sont dessinés. C'est pas ça qui est important, c'est vraiment qui est relié avec qui. Allez, des petites questions pour vous. Quels sont les graphes là-dedans qui sont les mêmes entre eux? Par exemple, est-ce que les deux premiers, c'est les mêmes graphes? Ouais, vous êtes tous convaincus de ça. En fait, il suffit de prendre le sommet là, par exemple, et paf, de le retourner ici, de faire bouger un peu, on a le même graphe. Est-ce que ces deux-là, c'est les mêmes? Non. Alors un argument rapide, là, ça peut être de me dire, il y en a un qui a 5 sommets et l'autre qui en a que 4. Donc si on n'a pas le même nombre de sommets, c'est sûr qu'on ne va pas être pareil. Est-ce que les deux d'à côté, c'est les mêmes? Alors, qui pense que c'est les mêmes? Qui pense qu'ils ne sont pas pareils? Ouais, alors un argument rapide pour me dire que ce n'est pas les mêmes. Ouais. Le sommet qui est isolé, il est relié à un autre sommet qui n'a pas le même nombre de... Ouais. Donc effectivement, soit vous pouvez voir ça, par exemple, voilà, donc le sommet ici qui est relié à lui, il a 4 voisins, il est de degré 4, on va dire, alors que là, il est de degré 3. Il n'y a pas de sommet de degré 4, il n'y a pas de sommet qui a 4 voisins ici. Donc ils sont différents. Est-ce que ces deux-là, c'est les mêmes? Alors vous ne voyez pas très bien. Mais ici, il y a 3 sommets qui sont reliés aux 3 autres en bas, ils sont tous reliés dans un sens comme ça, mais jamais comme ça. Et ici, j'ai 3 sommets, ils sont un peu reliés différemment. C'est celui d'en haut, en fait, effectivement, celui-là. Donc là, pareil, vous avez un sommet qui a 5 voisins, alors qu'ici, ils sont tous de degré 3. Ils ont tous au plus 3 voisins. Donc, ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est un problème qu'on peut se poser. D'ailleurs, on nous donne deux graphes comme ça. Est-ce que c'est les mêmes? C'est ce qu'on appelle le problème d'isomorphisme de graphes. Et ce problème-là, on ne sait même pas savoir. Je vais vous parler un petit peu de complexité, parce que c'est des choses qu'on utilise un peu en informatique. Quand je vous parle de savoir si un problème est facile à résoudre ou pas, c'est d'un point de vue algorithmique. Est-ce qu'il existe une manière efficace de répondre à ce problème-là? Est-ce qu'un ordinateur va pouvoir efficacement nous répondre ou pas? L'isomorphisme de graphes, c'est un problème, on ne sait pas s'il est facile ou s'il est difficile, on ne sait pas trop où le mettre. C'est un problème un peu à part entière, mais qui est hyper important, qu'on ne sait pas trop classer. Donc ça, c'était mes graphes. Des graphes, vous en avez un peu partout. Donc, par exemple, dans le métro, on pourrait trouver un graphe du métro. Qu'est-ce qu'on mettrait comme sommet? C'est les stations de métro, comme arête, les lignes de métro entrent.
Et les questions qu'on va se poser dans ce graphe-là, ça va être par exemple, je suis à un endroit, je suis à Luxembourg et je voudrais aller, je ne sais pas moi, à Opéra, quel est le chemin le plus court pour y aller? Bon, c'est des questions derrière de graphes en fait. On a un graphe comme ça, on veut savoir quel est le chemin le plus petit pour aller de ici à ici. C'est une question qui est très classique dans les problèmes de graphes. Sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook par exemple, qu'est-ce que vous allez mettre comme sommet? Les personnes. Et qu'est-ce que vous allez mettre comme arête? Voilà, les gens qui sont amis entre eux, en général. Ça, et après, les questions qu'on se pose, alors il y a une question assez importante et qui n'est pas évidente, c'est de trouver des communautés, trouver des gros groupes de personnes qui se connaissent très bien entre elles. Comment on va faire pour trouver? Et souvent, le problème, c'est juste de définir qu'est-ce que c'est un bon groupe de personnes. Est-ce qu'on veut que les gens soient tous reliés entre eux? Est-ce qu'on veut qu'ils connaissent les mêmes choses dehors ou pas? Donc, suivant la définition qu'on prend, on ne va pas trouver les mêmes groupes. Une autre question, peut-être un problème que vous avez déjà entendu, on dit souvent, entre deux personnes, on peut toujours aller d'une personne à une autre en moins de 7 pas. Il y a au minimum 7 amis entre deux personnes. Donc ça va être trouver le diamètre du graphe, trouver la plus grande distance qu'il y a entre des éléments du graphe, deux sommets du graphe. Dans une ville, vous pouvez prendre les carrefours comme sommet, les rues, et puis là, vous vous demandez, est-ce que c'est possible de passer par toutes les rues? Et quel est le plus court chemin que je vais faire pour passer par toutes les rues? Ça va pas être très dur de passer par toutes les rues, mais quel est le plus court chemin pour avoir fait toutes les rues? Donc ça, le facteur va se la poser, par exemple. Et comme ça, vous en avez un peu partout, des graphes. Donc il y en a vraiment cachés partout, ils permettent de modéliser beaucoup de choses. En fait, c'est un objet quand même qui est assez simple et qui permet de modéliser beaucoup de choses. Alors des graphes assez classiques. Le chemin, c'est pas très compliqué, on prend juste des sommets les uns à la suite des autres. Un cycle, on va revenir sur nous-mêmes. Un arbre, alors ça ressemble pas forcément trop à un arbre. Alors nous, on représente les arbres à l'envers, en fait, donc la racine est souvent en haut. Un arbre, on pourrait, si on le met à l'endroit, ça se découpe comme ça. Voilà, c'est après ce que j'ai dessiné, mais à l'envers. Nous, on met toujours la racine en haut. Et on appelle les boules à des feuilles. Donc, ça reprend la terminologie des arbres. Et en fait, l'autre définition un peu mathématique, c'est que ça va être un graphe sans cycle. Jamais on va pouvoir faire un cycle comme on avait fait avant. Un graphe connexe. Donc connexe, on a un seul morceau et sans cycle. Donc ça, je vais revenir un peu sur les arbres à un autre moment. Et le graphe complet, lui, on lui met toutes les arêtes. On prend un sommet, puis on met tout le monde dedans. Ok, donc ça, c'est des familles de graphes classiques. Et moi, je vais m'intéresser à deux classes particulières de graphes, qui sont celles qui sont un peu issues des deux problèmes que je vous ai présentés au départ. Donc les graphes des emplois du temps, qu'on va appeler graphes d'intervalle en mathématiques, qui sont du coup donnés par des problèmes d'emploi du temps. Donc on a des intervalles et on va mettre des arêtes quand il y a une intersection entre les deux. Ça va donner une certaine famille de graphes. Et les graphes des cartes, qu'on va obtenir en prenant une carte comme ça, et en mettant un sommet par pays et en rejoignant quand les pays se touchent. Donc ça va être les graphes planaires, je vais en parler après. Voilà. Et donc le problème qu'on va regarder, c'est le problème de coloration de graphes. Donc le problème, c'est, voilà, j'ai un graphe et je veux colorier les sommets du graphe. Donc je vais mettre des couleurs sur les sommets du graphe sans que deux sommets voisins n'aient la même couleur. Donc ici, typiquement, ce n'est pas une bonne solution parce que j'ai mes deux sommets jaunes qui sont reliés entre eux. Celui d'à côté, par contre, il me va bien. Il n'a aucun sommet qui sont reliés de la même couleur. Et ce que je vais regarder, c'est le plus petit nombre de couleurs dont j'ai besoin. Mais ça, on appelle ça le nombre chromatique de mon graphe, kit G. C'est combien de couleurs au minimum j'ai besoin pour colorier un graphe. Alors, par exemple, pour le graphe d'en haut, c'est exactement ce qu'on a dit au début. On a dit que c'était 3 le nombre minimum de couleurs, parce que 2, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait 3 pays reliés entre eux, etc. Donc pour ce graphe-là, son nombre chromatique, c'est 3. Et en général, si on me donne un graphe, vous me donnez n'importe quel graphe, c'est difficile algorithmiquement. Donc là, on sait que c'est difficile de trouver la coloration, le plus petit nombre de couleurs. Alors, difficile, ici, ça veut dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de problème NP complet. C'est un problème, si jamais on savait le résoudre de manière efficace, on saurait résoudre tous les autres problèmes qui sont dans la même classe, on saurait les résoudre aussi de manière efficace. On ne sait pas vraiment si c'est possible ou pas, ou c'est le problème aussi P égale ou pas à NP. A priori, on a quand même l'impression que c'est plutôt difficile. Mais on ne sait pas le montrer, mais on sait montrer que si on sait résoudre celui-là, alors tous les autres, on saura les résoudre. En fait, on pourrait savoir une solution, il suffirait d'essayer toutes les colorations, et comme ça on pourrait trouver la plus petite coloration, mais ça va exploser beaucoup trop vite, on va avoir beaucoup trop de cas à essayer, donc c'est pas faisable pour un ordinateur. Ok. Alors on ne sait pas calculer la valeur exacte, mais on sait quand même donner une borne inférieure, et en fait vous me l'avez déjà dit assez naturellement tout à l'heure pour les graphes d'intervalle par exemple. Vous avez regardé qu'il y avait 3 personnes qui étaient toutes reliées entre elles.
Et en fait, ça veut dire qu'on a un triangle. On a un graphe complet avec 3 sommets. Tout le monde est relié entre eux dans notre graphe. Ça, c'est ce qu'on va appeler une clique ou un graphe complet. Et on va regarder la plus grosse clique, le plus gros graphe complet qu'on a dans notre graphe. Et ça, je le note oméga de G. Donc, par exemple, dans mon graphe de gauche, qui est toujours le même, on a bien vu que c'était 3. Notre plus gros graphe complet, on n'a pas 4 sommets qui sont tous reliés entre eux. Donc là, c'est 3. Et celui d'à côté. Donc on voit qu'il y a 4 sommets qui sont tous reliés entre eux. Et en fait, les 5 sommets, il manque des arêtes. Donc là, ça va être 4. OK ? 3 et 4. Et ce que vous m'avez dit assez naturellement, c'est que si j'ai un graphe complet avec 3 sommets, il me faut au moins 3 couleurs, vu que je peux même mettre 2 fois la même couleur sur des sommets entre eux. Pareil, si j'ai un graphe complet de taille 4, il me faudra au moins 4 couleurs. Donc on sait toujours que le nombre de couleurs qu'on a besoin, c'est au moins la taille de la plus grosse clique. Mais ça ne va pas nous suffire, ce n'est pas toujours égal. Et le premier exemple qu'on a, le plus petit exemple qu'on a, c'est le cycle à 5 sommets. Le cycle à 5 sommets, sa plus grosse clique, c'est 2. Il n'y a pas de triangle dans mon cycle à 5 sommets. Donc oméga de G, c'est égal à 2. Et par contre, je ne peux pas colorier avec 2 couleurs. Si je colorie avec 2 couleurs, comme j'ai un nombre impair de sommets, à la fin, j'aurai 2 sommets de la même couleur. Donc je suis obligée de mettre 3 couleurs. Donc ça, c'est le plus petit graphe pour lequel on n'a pas égalité dans l'inégalité ici. Donc ceux-là, on n'est pas très copains avec eux, en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour une petite introduction sur les graphes. Donc maintenant, j'ai regardé les graphes d'intervalle. Donc c'est les graphes qu'on avait pour les emplois du temps. Donc un graphe d'intervalle, comment on le construit ? On prend des intervalles tous horizontaux, comme ça, et je vais dessiner les intersections entre mes intervalles. Ouais, donc par exemple, ici j'ai 5 intervalles, donc j'ai 5 sommets dans mon graphe. Et mon sommet A, par exemple, il intersecte B et C, donc je vais le relier au sommet B et au sommet C. Ouais ? Et je fais ça comme ça pour tous les intervalles. Petite question, est-ce que les graphes suivants sont des graphes d'intervalle ou pas ? Donc pour répondre à cette question, il faut me trouver un graphe d'intervalle si c'en est un, ou sinon, il faut essayer de me trouver des arguments pour me dire que ce n'est pas un graphe d'intervalle. Alors le triangle, ça va être assez facile à faire. Le triangle, comment vous allez faire ? Vous pouvez prendre juste 3 intervalles qui sont pareils. Ils vont tous s'intersecter 2 à 2. Ouais. Maintenant, si vous voulez faire, alors ça, c'est la graphe complet à 5 sommets, ou K5. Comment vous allez le faire ? Voilà, on rajoute 2 intervalles ici. Hop, ça marche. On pourrait faire ça pour 50 000, le graphe complet à 50 000 sommets, on y arriverait comme ça. Maintenant, le cycle avec 4 sommets. Le cycle avec 4 sommets, vous n'allez pas y arriver en fait, parce que si vous prenez 2 sommets qui ne sont pas adjacents, là en diagonale, ils ne vont pas s'intercéder, forcément l'un avant l'autre. Ensuite, vous voulez mettre un qui est adjacent aux 2, forcément il va devoir passer par le trou du milieu. Mais le troisième, du coup, il doit aussi passer par le trou du milieu et ils vont s'intersecter, le dernier. Donc vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est la première obstruction, c'est le premier graphe qui n'est pas un graphe d'intervalle. Et en fait, on peut le généraliser dès qu'on augmente notre cycle, on aura un problème. Donc dès qu'on a un cycle avec au moins 4 sommets, ce n'est pas un graphe d'intervalle. Celui d'après. Alors celui d'après, le triangle, on l'avait déjà fait tout à l'heure comme ça. Et là, vous voulez qu'il y ait un sommet qui soit adjacent qu'à un des 3. Bon, vous pouvez en prolonger un des 3 et rajouter un sommet ici. Donc là, j'ai fait une partie. Après, je peux faire pareil, mais je vais faire de l'autre côté. Je vais mettre celui-là. Ouais. Et le dernier ? Le dernier, à cause de ça, là, vous n'aviez pas vraiment le choix. Le troisième, on ne peut pas le mettre, en fait. Et en fait, le dernier, c'est l'autre. Donc, il y a 2 façons de ne pas être un graphe d'intervalle. Soit parce qu'on a un cycle de taille au moins 4, soit parce qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Et ça s'appelle des triplets astéroïdaux. C'est joli. Mais en fait, un triplet astéroïdal, ça veut dire qu'il y a, dans notre graphe, donc on a un graphe, et dedans, il y a 3 sommets. Donc là, ça va être mes 3 sommets qui sont de degré 1, qui sont tout seuls. Là. Il y a 3 sommets, et il y a un chemin qui passe d'un sommet à un autre, sans passer par les voisins du dernier sommet. Donc ici, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Je peux faire un chemin de lui à lui, sans passer par le voisinage de lui. Donc si on a un triplet astéroïdal, comme ça, c'est foutu, on ne sera jamais un graphe d'intervalle. Et pourquoi ? Parce que dans mon graphe d'intervalle, je prends mes 2 intervalles comme ça. Il y a un chemin, donc un chemin, ça veut dire que je peux... Je ne sais pas si vous voyez là. Ça va. Il y a un chemin qui passe comme ça. Et mon 3e intervalle,
il doit être quelque part. Alors en fait, il faut que ça marche pour tous les triplés de... Mais en gros, il va être entre, et du coup, il va forcément intersecter un des éléments du chemin. Je ne sais pas si ça vous convainc, mais l'idée, c'est ça. Voilà, non, oui, non. Et on peut reconnaître facilement les graphes d'intervalle, donc toujours au sens algorithmique. Bah donc, ce que je vous ai dit, en fait, il faut regarder si dedans, il y a un cycle comme ça, un grand cycle, ou s'il y a un triplet astéroïdal. Et ça, on sait le faire avec un ordinateur. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Ça prend quand même un peu de temps, mais ce sera assez efficace. Votre ordinateur, il saura assez facilement vous dire c'est intervalle ou c'est pas intervalle. Et nous, on s'est intéressé à la coloration. Et coloration des graphes d'intervalle, c'est quelque chose qui se passe assez bien. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui va nous trouver la meilleure coloration pour un graphe d'intervalle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vos profs qui essayent de faire des emplois du temps. Donc, on ordonne les intervalles par date de début croissant. Donc, je prends mes intervalles et je leur mets un numéro en commençant par ceux qui commencent en premier. Donc là, j'en ai 3 qui commencent en premier, je choisis l'ordre que je veux. Et là, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mes intervalles, à chaque fois en prenant celui qui commençait en premier. Ensuite, je prends mes sommets dans cet ordre et je vais essayer de les colorier avec une couleur, soit une couleur qui est utilisée si c'est possible, qui a déjà été utilisée, soit si c'est pas possible, je prends une nouvelle couleur. Mon sommet 1, c'est le premier sommet, donc je suis obligée de prendre une nouvelle couleur. Mon sommet 2, il est déjà relié à mon sommet 1 qui avait cette couleur, donc je suis obligée de prendre une nouvelle couleur. Mon sommet 3, je vais prendre encore une troisième couleur. Maintenant, j'attaque mon sommet 4, je peux réutiliser la couleur bleue. Donc je vais mettre la couleur bleue. Le 5, je vais pouvoir réutiliser la couleur rose. Le 6, je peux utiliser la couleur bleue ou jaune. Et le 7, je peux utiliser la couleur jaune. Je vais colorier mon graphe comme ça, c'est très simple, et ça va me donner une coloration optimale, et on va s'en convaincre parce que, en fait, on va utiliser comme nombre de couleurs exactement la taille de la plus grosse clique. Et ça, je vous avais dit qu'il y avait une borne inférieure tout à l'heure, qui était qui de G, le nombre de couleurs, c'est toujours au moins la taille de ma plus grosse clique. Donc si j'arrive à faire la taille de ma plus grosse clique, je sais que c'est optimal. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on doit prendre une nouvelle couleur, bah, c'est que tous les voisins utilisent la même couleur. En fait, tous les voisins, ils sont tous adjacents entre eux quand je prends cet ordre-là. Donc ça se passe plutôt bien. Donc les graphes d'intervalle, ils sont sympas pour la coloration. Et en fait, on les appelle des graphes parfaits. Donc c'est des graphes qui vérifient pour tout graphe et pour tout graphe à l'intérieur de moi, pour tout sous-graphe, mon nombre chromatique, le nombre de couleurs dont j'ai besoin, c'est la taille de ma clique. Donc ces graphes-là, on les appelle des graphes parfaits. Le cycle pair, est-ce qu'il est parfait? Alors, le cycle pair, combien de couleurs on a besoin pour le colorier? 2 couleurs, on peut alterner. Et la taille de ma plus grosse clique, c'est 2. Donc ça se passe bien. Et puis si je prends un sous-graphe d'un cycle pair, ça va être des chemins. Et les chemins aussi, on pourra toujours les colorier avec 2 couleurs. Donc ça va toujours bien se passer. Le cycle pair, il est parfait. Le cycle impair, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme le C5, ça va mal se passer. Alors il faut qu'il soit au moins de taille 5, parce que le triangle, ça va. Et le trou impair, en fait, c'est le complémentaire. Donc je prends mon cycle impair et je remplace tout ce qui est arrête par des non-arrêtes et tout ce qui est non-arrête par des arrêtes. Donc là, en fait, j'ai juste pris toutes les arrêtes que je n'avais pas prises avant. Et ça va mal se passer aussi, en fait. Donc en fait, celui-là, il est parfait. Les deux là-bas, ils sont non parfaits. Et ça, c'est un théorème qui est assez récent. Il y a eu une grosse conjecture qui s'appelait conjecture forte des graphes parfaits, qui a été résolue il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années, ce qui n'est pas très longtemps, par Chudnovsky, Seymour, Robertson et Thomas, qui sont des Américains, qui ont montré qu'un graphe est parfait si et seulement si il n'a ni cycle impair, ni trou impair de taille supérieure ou égale à 5. Donc ça, c'est les deux seules obstructions. Et ça, c'est un théorème qui est assez dur, qui est assez compliqué à montrer, qui est quand même très joli. Et ce qui est bien, les graphes parfaits, c'est qu'eux, on va arriver à les colorier assez facilement. Donc on va avoir un algorithme qui va nous permettre de les reconnaître et après de les colorier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Quand on dit qu'il a ni cycle impair ni trou impair, c'est-à-dire qu'il y a un sous-graphe qui a un cycle impair voilà. ou un trou impair. Donc c'est un graphe induit en fait. C'est-à-dire si tu prends ton C5, lui il n'est pas sympa, il n'est pas parfait. Mais je lui rajoute un truc comme ça, il est toujours pas sympa. Je peux lui rajouter tout plein de choses. Alors j'ai pas le droit de rajouter d'arêtes entre les sommets parce que là il devient sympa. Donc je ne rajoute pas d'arête entre, je le laisse, donc c'est sous-graphe induit, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de modifier à l'intérieur, mais par contre je peux rajouter tout ce que je veux autour, il y a toujours ça qui me bloquera ici. Ouais. Donc c'est qu'il ne contient pas comme sous-graphe induit de cycle impair ou de trou impair. Un sous-graphe induit, tu prends des sommets, tu prends les arêtes qui sont dedans, mais tu n'en enlèves pas, tu dois prendre toutes les arêtes qui sont dedans. Donc tu as tout ton graphe, un sous-graphe induit, c'est tu choisis une partie de sommet, et tu prends toutes les arêtes qui étaient dedans. Tu n'as pas le droit de dire, ah bah celle-là, j'en ai pas envie. C'est que pour les graphes planaires? Non, non, ce n'est pas des graphes planaires, tout ça.
Le trou impair, c'est pas graphe planaire. J'ai pas parlé de graphe planaire encore. Non, sous-graphe induit, c'est une notion que tu peux définir sur tous les graphes. Ouais. Trou impair, c'est le complémentaire d'un cycle. C'est je prends un cycle. Donc là, j'ai pris mon cycle impair. Et j'inverse, en fait. Donc je pars de ça et je fais le contraire. Dire que je prends toutes les arêtes que j'avais pas prises et je prends pas celles que j'avais prises au départ. Et ça s'appelle un trou parce qu'en fait, il manque un trou. Ouais, oui. Il n'y a rien du coup avec les triplés astéroïdaux? Bah, les triplés astéroïdaux, ils vont pas être des. Ça, par exemple, celui-là. Celui-là, c'est un graphe parfait. Les triplés astéroïdaux, ça va être des obstructions pour être des graphes d'intervalle, mais pas pour être des graphes parfaits. La classe des graphes parfaits, elle est plus grosse. Ça, c'est un graphe parfait parce que, on peut se convaincre assez vite qu'on sait le colorier avec 3 couleurs, qu'il y a un triangle, et que du coup. Non, de toute façon, il n'a pas de cycle impair ni de trou. D'autres questions? Ok. Donc ça, c'était pour finir sur la coloration des graphes d'intervalle. En gros, c'est des graphes qu'on aime bien pour la coloration. Donc maintenant, je vais vous parler de graphes planaires. Donc je pense que vous avez peut-être plus entendu parler de coloration dans les graphes planaires et tout ça. Donc un graphe planaire, qu'est-ce que c'est? Je les appelle aussi graphes des cartes parce que c'est ceux qu'on arrive à obtenir à partir d'une carte. C'est un graphe qu'on va pouvoir dessiner sans croiser les arêtes. Donc je vais vous faire plein d'exemples après, mais celui-là, par exemple, il se dessine bien. Là, on voit un dessin où on n'a pas d'arêtes qui se croisent. J'ai beau, même si je le mets comme ça se croise, mais il existe une façon de le mettre où il ne se croise pas. Ouais. Et on peut aussi les obtenir à partir d'une carte. Donc comment? Je mets des points sur mes sommets, sur mes pays, et je vais relier entre eux les pays qui partagent une frontière commune. Puis après, j'oublie mon pays derrière, et j'ai un graphe planaire, j'ai un graphe qui est dessiné sans croisement. Donc encore un peu de travail pour vous. Est-ce que les graphes suivants sont planaires ou pas? Le premier, c'est très facile. Alors, est-ce que le premier est planaire? Bien. Est-ce que le deuxième est planaire? Ouais, le deuxième est planaire. Même si là, je ne le représentais pas planaire, il existe une représentation. C'est pour ça que j'ai mis le « on peut » en orange. Il existe une représentation. Donc, si je le représente comme ça, j'ai un graphe planaire. Mais c'est le même graphe. D'accord? Toujours, la représentation, ce n'est pas ça qui est important, c'est qui est relié avec qui est important. Le troisième. Pourquoi? Ouais, ok, il s'appelle K5, mais pourquoi il n'est pas planaire? Ouais. Oui, mais pourquoi? Alors là, tu avances un petit peu, mais ça ne me suffit toujours pas comme démonstration. Alors, oui, ok, une fois que tu connais le théorème des 4 couleurs, ouais, mais avant, on va s'en convaincre autrement, en fait. C'est à partir de K4 qu'on essaie de construire un graphe planaire avec 5 sommets. Ouais. Tu vas mettre 3 arêtes. Au-delà, tu es obligé de mettre... Donc, je pense que ce que tu dis, c'est que tu prends ça, puis après tu rajoutes. Et là, tu vas avoir un problème. Ouais, mais bon, peut-être qu'il ne fallait pas démarrer comme ça au départ, qu'il fallait faire une autre représentation au départ. Moi, je ne suis pas complètement convaincue. Je me dis peut-être que tes points étaient déposés autrement au début. Donc, on peut y aller comme ça, puis on va voir, juste après, on va voir une façon de le montrer qui est peut-être un petit peu plus rigoureuse, on va dire. Bon, pour l'instant, oui, alors, il n'a pas l'air d'être planaire, en tout cas. Alors, on va voir un problème que vous avez, je pense, au moins la moitié d'entre vous déjà vu. Vous avez 3 maisons, et vous reliez ces 3 maisons à l'eau, à l'électricité et au gaz, sans croiser les tuyaux. Donc je commence, par exemple, la première maison, je la relie sans problème, à l'eau, l'électricité, le gaz, pas de souci. La deuxième maison, bon, j'y arrive, je commence à faire des détours, mais j'y arrive. Troisième maison, j'arrive à relier 2 et il me manque la dernière. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça et combien de temps vous avez passé là-dessus. Ce problème-là, est-ce que vous êtes d'accord? C'est pareil que de dire, est-ce que ce graphe-là, qui est celui-là, en fait, qui est le vert là, est-ce qu'il est planaire? C'est exactement la même chose en fait. J'ai mes 3 maisons, j'ai mon eau, mon électricité, mon gaz, et j'essaye de déplacer mes sommets, mes arêtes, de les mettre pour plus faire de croisement. Ouais. Donc celui-là, il s'appelle K33 comme graphe. Et donc c'est exactement pareil. Le problème là, avec les maisons tout compliqué, c'est exactement la même chose que de se demander est-ce que je peux dessiner ce graphe-là sans faire de croisement? Est-ce que ce graphe-là est planaire? Ouais.
Non, la réponse bientôt, mais pas tout de suite. Donc maintenant, vous allez encore travailler, décidément. On va compter. On va compter 3 choses sur des graphes planaires. On va compter le nombre de sommets, donc mes points, le nombre d'arêtes, mes traits, et le nombre de faces. Alors, ce que j'appelle une face, c'est quelque chose qui est délimité comme ça. Ça, c'est une face, et je vais aussi compter la face extérieure. Ouais. Donc ici, par exemple, sur celui-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arêtes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ouais. Alors maintenant, vous pouvez compter cela, puis après, si vous avez fini, vous pouvez dessiner votre graphe préféré sur votre feuille et compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes, le nombre de sommets. Alors, le sommet, arête et face. Donc, par exemple, le premier, là, qui est mon graphe préféré de l'exposé aujourd'hui, il a 6 sommets, 9 arêtes, 5 faces. Ouais. J'ai peut-être fait des erreurs, donc vérifiez. Celui d'à côté, 6. Alors, 6, 9, 5, 6, 6, 2. N'oubliez pas la face extérieure. Hein. Oups. Celui-là. Six, 6, 2. Celui d'à côté. Ah, il faut travailler un peu plus. Alors, combien de sommets? C'est dur de compter quand même. 9 sommets? 9 sommets. Combien d'arêtes? « 16. Combien de faces? 6? Non, en plus. 10. J'entends beaucoup de... Et le dernier? Plus facile, le dernier. J'ai plus de place. Et combien de faces? 1. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce tableau? Alors là, vous avez mal compté le nombre d'arêtes parce que ça doit être 17 normalement. Ou sinon, c'est moi qui ai mal compté, mais je pense que j'avais vérifié quand même. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors, ouais. Ouais. Alors, on va vérifier. Alors, je vais faire juste la somme des S plus F pour l'instant. 11, 11, 8, 7. C'est un 2, ça? 8, 19. Effectivement, ça fait toujours plus 2 par rapport à cette colonne-là. Alors, cette formule magique, c'est la formule de l'air. Vous avez peut-être déjà vu dans d'autres contextes, qui dit que si vous prenez un graphe planaire, alors connexe, c'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul morceau. On ne va pas s'embêter avec des graphes qui ont plusieurs morceaux. Alors, S moins A plus F égale à 2. Ça revient même que de dire que S plus F c'est égal à A plus 2. Ouais, ben on va la montrer. C'est pas très compliqué. On va la montrer par récurrence. Donc on va montrer d'abord, on va regarder sur le nombre de faces. Et puis on va d'abord prendre une seule face, puis après voir si on augmente. Si on prend qu'une seule face, ben en fait c'est un arbre. C'est ce que je vous avais dit au départ. Un arbre, c'est un graphe qui n'a pas de cycle. En fait, quand vous faites un cycle, ben, vous créez 2 faces. S'il n'y a pas de face, il n'y a pas de cycle. Et pour un arbre, vous avez toujours le nombre d'arêtes qui est égal à nombre de sommets moins 1. Ce qui du coup vous donne la formule, vu que le nombre de faces c'est 1. Alors ça, je ne sais pas si vous en êtes convaincu. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous prenez votre arbre à partir de la racine, donc à l'envers. Vous prenez votre arbre et vous allez mettre des flèches, on va mettre plutôt des flèches dans l'autre sens, vers votre père, c'est-à-dire vers la personne qui vous a fabriqué. Donc je mets des flèches comme ça.
Et tout le monde pointe sur une seule personne exactement. D'accord? Chaque personne a un seul pair dans l'arbre. Sauf la racine qui n'en a pas. Et là, j'ai utilisé toutes les arêtes. Donc ça veut dire que mon nombre d'arêtes, bah, c'est pareil que mon nombre de sommets, moins 1, parce que ma racine, je n'ai pas utilisé. Ouais? Je sais pas si ça vous convainc, mais sinon, vous pouvez faire une petite preuve par récurrence et tout, mais c'est plutôt plus joli comme ça. Donc dans un arbre, le nombre d'arêtes, c'est toujours le nombre de sommets moins 1. Donc après, si vous remettez votre... vous refaites votre calcul, vous remplacez A par S moins 1, F par 1, vous obtenez 2. Ouais? J'ai perdu mon... Bonjour, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un graphe avec plein de faces. On va supposer que c'est vrai si on a une face en moins. Donc je prends un graphe qui a au moins 2 faces. Donc je prends un graphe. Je sais que j'ai au moins 2 faces. Bon, en fait, je sais que j'ai au moins 2 faces, donc je sais que j'ai un cycle. Donc j'ai quelque part dans mon graphe un cycle. Je vais prendre une arête de cycle. Celle-là, donc c'est celle que j'ai appelée E. Donc là, j'avais G. Et du coup, je vais prendre G moins E. Donc je vais prendre le même graphe, mais j'ai enlevé mon arête E. Ouais? G moins E, c'est G'. Combien il y a de faces ici? Bah, une de moins, parce qu'en enlevant une arête, j'ai uni 2 faces entre elles, en fait. Ouais? Donc ici, votre nombre de faces, c'est F moins 1. Votre nombre de sommets, c'est quoi? J'ai pas enlevé de sommet. D'accord? Donc c'est toujours S. Et mon nombre d'arêtes, c'est quoi? A moins 1, parce que j'ai enlevé une arête. Et on sait que la formule, elle est vraie pour ce graphe-là. Donc je sais que j'ai S moins A moins 1 plus F moins 1 qui est égal à 2. Bon, bah, ça, c'est assez magique, parce que du coup, ça fait S moins A plus F qui est égal à 2. Donc si c'est vrai, quand j'ai un cycle, j'enlève une arête, c'est vrai en dessous, et du coup, je peux remonter. Ouais? Et du coup, votre formule va être vraie tout le temps. Donc la formule de l'air, elle est chouette, parce qu'elle nous permet d'avoir plein de déductions, plein de résultats. Premier résultat, on va pouvoir dire qu'un graphe planaire, il n'a pas trop d'arêtes par rapport à son nombre de sommets. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend notre formule de départ, et sur une face, vous avez toujours au moins 3 arêtes. Alors ça, c'est parce que je ne regarde pas des graphes bizarres, je ne regarde pas les graphes qui ont plusieurs arêtes entre 2 sommets. C'est possible. On pourrait faire ça, ça s'appelle des graphes multiples. Ouais, du coup, là, on pourrait mettre 50 arêtes avec seulement 2 sommets. Moi, je regarde que des graphes qui ont une seule arête au maximum entre 2 sommets. Et du coup, une face, forcément, pour la faire, il faut que j'ai au moins 3 sommets. La plus petite face, c'est ça, et il y a au moins 3 arêtes dessus. Après, je peux faire des faces avec 50 arêtes, mais j'ai toujours au moins 3 arêtes sur une face. Ouais. Et du coup, ça me dit que mon... Alors, ça, pour le voir, pourquoi ça vous dit que 2A, c'est plus grand que 3F? Si vous comptez le nombre d'arêtes qu'il y a, on va regarder cette somme-là qui est un peu bizarre. Je vais sommer sur toutes mes faces. Je vais regarder le nombre d'arêtes sur ma face. Ouais. Ça, je vais avoir compté toutes les arêtes 2 fois. Ouais, une arête, je vais la compter pour 2 faces. Donc ça va être égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Bon alors là, ouais, pour faire ça, j'ai pas trop envie de vous embrouiller, mais faut un peu éviter les sommets qui sont que de degré 1, parce que du coup, ils sont que sur une seule face. Bon, on va oublier ça. Combien j'ai d'arêtes sur chaque face? J'en ai au moins 3. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 3 pour chacun. Et comme je vais faire fois F, je vais avoir que 2A, c'est plus grand que 3F. Ouais? C'est ce que j'ai écrit là. Maintenant, je vais réutiliser ma formule de l'air et je vais intégrer mon... Oui? Si je prends le graphe le plus belle possible, 2 sommets, une arête. Oui. Mince. C'est un arbre en fait, ça. Oui, non, mais en fait, c'est l'inégalité-là qui a un problème. Le 2A supérieur ou égal à 3F. C'est ce que je viens de vous dire en vous disant faut...
Alors effectivement, il faut éviter les sommets de degré 1, parce que l'arête, elle va être comptée qu'une fois pour la face. Donc effectivement, si vous avez des sommets de degré 1, ça ne marche pas, donc j'aurais dû rajouter. Ça, c'est vrai que quand vous n'avez aucun sommet de degré 1. Voilà, merci pour la remarque. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Ça tombe bien, parce que je vais l'appliquer juste dans ce cas-là. Mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Ok. Donc, j'en étais où? Donc, on va supposer qu'on n'a pas de sommet de degré 1. Du coup, on a bien notre inégalité 2A supérieur ou égal à 3F. Et du coup, je vais pouvoir montrer mon truc d'en dessous. Alors, comment je le montre? Je vais multiplier par 3 l'égalité que j'ai en haut. Et je vais transformer un petit peu. Je vais avoir 3A, c'est égal à... Donc, je l'ai mis de l'autre côté. Ça va faire 3S plus 3F moins 6. Ouais. Maintenant, mon 3F, j'ai dit que c'était plus petit ou égal à 2A. Et si je passe mon 2A de mon autre côté, j'ai bien A qui est plus petit que 3S moins 6. Ouais. Donc ça dit que je ne peux pas avoir trop d'arêtes par rapport à mon nombre de sommets. Alors, première application, mon graphe K5 n'est pas planaire. Pourquoi? On va compter le nombre d'arêtes, le nombre de sommets. Combien j'ai d'arêtes dans ce graphe-là? Enfin, combien j'ai de sommets d'abord, c'est peut-être plus simple. Sommets, j'en ai 5. Et mon nombre d'arêtes, 10. 5, donc 10, inférieur ou égal à 3 fois 5 moins 6, ça c'est égal à 9, c'est pas vrai. Donc si mon graphe était planaire, l'inégalité serait vérifiée parce que là j'ai pas de sommet de degré 1, donc je peux utiliser, mais donc mon graphe n'est pas planaire. Ok? Il a trop d'arêtes pour être planaire. Ouais? Deuxième application, que pour l'instant ne va pas nous être très utile, mais qui va nous servir très bientôt, il y a toujours un sommet avec au plus 5 voisins. Donc c'est pareil, s'il y a un sommet de degré 1 comme ça, c'est bon, et sinon s'il n'y en a pas, je peux utiliser mon inégalité. Et ça, si jamais tous vos sommets ils avaient au moins 6 voisins, vous pourriez compter par sommet combien vous avez de voisins, combien ça fait d'arêtes. Alors sinon avec ça, combien de trous j'ai dû faire dans mes petites boîtes. J'ai dû faire combien de trous? J'ai mon nombre de sommets, je sais que pour chaque sommet, j'ai au moins 6 voisins, si ce n'était pas vrai. Donc j'aurais fait au moins 6S trous. Mais mon nombre de trous aussi, c'est pour chaque arête, j'ai fait 2 arêtes. Donc mon nombre de trous, c'est exactement 2 arêtes. 2 fois le nombre d'arêtes. Donc si tous mes sommets sont de degré au moins 6, je sais que 2 fois mon nombre d'arêtes, c'est plus grand que 6S. Bon, ça veut dire que 3S, c'est plus grand que A. Et du coup, ça ne peut pas être un graphe planaire. Donc si tous mes sommets sont de degré au moins 6, ce n'est pas un graphe planaire. Donc je sais qu'il y a un sommet qui est de degré au plus 5. Essayez de vous en rappeler pour dans 3 slides à peu près. Bon, alors maintenant on revient à notre problème de maison et à ça. J'essaie de m'appliquer, mais là la formule elle va être vérifiée. Pourquoi? Parce que A c'est égal à 9. Vous avez 9 arêtes là-dedans, 3 fois 3. Et ça c'est bien plus petit que 3 fois 6 moins 6, qui est égal à 12. Donc je ne peux pas utiliser cette formule-là pour montrer que ce graphe-là n'est pas planaire. Mais je vais quand même m'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de triangle. Ici, je n'ai pas de triangle. Vu que quand je pars d'en haut, tous mes voisins sont ici et qu'ils ne sont pas reliés, je ne peux pas faire un triangle. Donc en fait, ma plus petite face ici, elle aura au moins 4 arêtes. Il n'y a pas de face de degré 1, de sommet de degré 1. Donc je peux faire ma même machinerie qu'avant, mais en remplaçant ici mon 3 par un 4. Parce que toutes mes faces ont au moins 4 arêtes. Si jamais il était planaire, toujours. S'il était planaire, toutes mes faces auraient au moins 4 arêtes. Donc, j'aurais cette inégalité-là. Et donc, si je fais la même manipulation qu'avant, je vais voir que mon nombre d'arêtes, c'est plus petit que 2S moins 4. Donc, si j'ai un graphe comme ça qui n'a pas de triangle, je ne pourrais jamais faire une face avec un triangle si jamais il était planaire, celui-là. Je sais que mon nombre d'arêtes, c'est toujours plus petit que 2S moins 4. Ouais, toujours avec la restriction de ne pas avoir de sommet de degré 1, mais je vais arrêter de en parler. Et là, si je calcule, mon nombre d'arêtes, c'est toujours 9. Est-ce que c'est plus petit que 2 fois mon nombre de sommets moins 4? Ça, c'est égal à 8, c'est pas vrai. Donc, mon graphe n'est pas planaire. S'il était planaire, ce serait vérifié, du coup. OK?
Donc maintenant, vous savez que votre problème des 3 maisons n'était pas résoluble. Et alors ces deux graphes-là, ils sont intéressants. Donc, le graphe K3,3 et le graphe K5 de tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est encore un peu comme tout à l'heure avec nos graphes d'intervalle, c'est un peu les deux plus petites obstructions. C'est les deux premiers graphes qui ne vont pas être planaires, et en fait, alors ça ne va pas être la même chose que les graphes induits de tout à l'heure, ici ça va être des mineurs. Si un graphe n'a pas ces deux graphes-là comme mineurs, eh ben, il sera planaire. Alors un mineur, qu'est-ce que c'est ? Un mineur, qu'est-ce que c'est ? Vous allez prendre votre gros graphe. Et par exemple, si j'ai K5 comme mineur, ça veut dire que je vais pouvoir faire des patates, 5 patates. Et qu'entre toutes les patates, j'ai un chemin. Mais alors, je peux avoir plusieurs sommets sur mon chemin. Et je ne sais pas exactement où il arrive ici, mais mes patates sont disjointes et je vais avoir des chemins comme ça. Donc en fait, c'est un K5, mais un peu explosé. Je vais pouvoir faire subdiviser, etc. Exploser un peu partout. Si j'ai ça, je sais que je ne serai pas planaire. Parce qu'en fait, on pourrait résumer 5, on ferait des chemins, on s'en moque du nombre de chemins qu'il y a ici. Mon graphe, il ne restera toujours pas planaire. Si je prends le K5 et que vous rajoutez 50 sommets sur une des arêtes, il ne sera toujours pas planaire, le graphe. Donc si vous n'avez pas ça comme mineur, ni celui-là ni l'autre, c'est bon, vous êtes sûr d'être planaire. Ça, c'est un théorème qui est assez vieux et qui n'est pas très très dur à montrer. Vous pouvez comprendre la preuve assez facilement. Voilà. Et ça, en fait, du coup, c'est aussi pas trop compliqué de reconnaître un graphe planaire. On a un algorithme qui reconnaît si un graphe est planaire ou pas. Donc le sens facile de ce théorème-là, c'est si jamais vous contenez l'un ou l'autre, donc c'est si vous avez non à la fin, vous avez que le graphe n'est pas planaire. Donc c'est ce sens-là qui est facile. L'autre sens, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Théorème qui est assez joli. Donc maintenant, on va essayer de colorier des graphes. Donc là, vous connaissez déjà au moins la moitié, au moins le résultat. Combien de couleurs pour colorier n'importe quel graphe planaire ? Au moins 4 pour colorier celui-là, qui est le graphe complet avec 4 sommets. Est-ce qu'il y a des graphes qui auraient besoin de plus que 4 couleurs ? Des graphes planaires qui auraient besoin de plus que 4 couleurs ? Non, c'est le théorème de 4 couleurs que vous m'avez cité tout à l'heure. Tout graphe planaire, si vous prenez n'importe quel graphe planaire, qui peut se dessiner sans croisement, vous n'aurez jamais besoin de plus que 4 couleurs pour le colorier. Un théorème qui est assez simple à énoncer, qui est assez joli, mais qui a été très très compliqué à démontrer, et on n'est même pas complètement satisfait de la preuve encore. C'est un problème qui a été énoncé la première fois en 1858 par là, par quelqu'un qui était un géographe en fait, qui étudiait des cartes d'Angleterre, qui essayait de colorier des cartes d'Angleterre et qui s'est aperçu qu'il y arrivait toujours avec 4 couleurs. Qui a donné ça à un ami mathématicien qui n'a pas réussi à le montrer. Il y a quelqu'un en 1879 qui a essayé de faire une preuve, mais cette preuve n'était pas valable. Alors elle est quand même pas mal, cette preuve, elle donne pas mal d'idées sur le théorème des 4 couleurs et elle marche pour 5 couleurs, donc on va la faire juste après. Plus tard, donc 100 ans plus tard, donc pendant ce temps-là, il y a pas mal de gens qui se sont creusés la tête dessus. Il y a des gens qui ont trouvé une preuve informatique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à réduire le cas. Ils ont dit, si vous arrivez à me montrer que tous ces graphes-là, je peux les colorier avec 4 couleurs, ensuite c'est bon. Et il a vérifié avec l'ordinateur, parce qu'il y avait quand même un petit peu trop de cas et un peu trop de calculs à faire pour le faire à la main. Et ça plaisait pas forcément trop aux matheux, de se dire, mon théorème, je sais même pas faire une preuve avec mes mains, j'ai besoin d'un ordinateur pour vérifier. Si ça se trouve, mon ordinateur, il plante au milieu, il fait un mauvais calcul, je suis pas sûre qu'il marche. Donc il y a des gens, donc ça c'est un peu les mêmes que ceux qui ont démontré le théorème des graphes parfaits tout à l'heure. En 1997, qu'on réduit les cas pour en avoir qu'un plus petit nombre et que ça soit un peu plus efficace. Et enfin, en 2005, on a montré que le programme était juste. C'est-à-dire qu'on a prouvé avec un programme que le programme était bon. Donc maintenant, on est à peu près convaincu que le programme est bon, mais on n'est toujours pas très satisfait parce que, je crois que c'est Euler qui disait que c'est un problème qui devrait avoir une preuve simple, une preuve qui ne pourrait pas prendre trop de place. Et pour l'instant, on a juste encore 500 cas à vérifier. Bon, mais c'est un théorème qui est joli quand même. Et du coup, je ne vais pas vous montrer 4 couleurs, parce que ce sera un petit peu trop long. Je vais vous montrer 6 et 5 couleurs. 6 et 5 couleurs, c'est assez facile. D'abord, on va faire 6 couleurs. 6 couleurs, si vous vous rappelez ce que je vous ai demandé de vous rappeler tout petit peu plus tôt, c'est que vous avez toujours un sommet qui a au plus 5 voisins dans votre graphe. Donc, on va faire une preuve par récurrence, par induction. Les petits cas, ça va être facile. Si vous avez un graphe qui a moins de 6 sommets, c'est facile de le colorier avec 6 couleurs. Je mets des couleurs différentes partout et c'est fini. Maintenant, si j'ai plus que 6 couleurs, donc si j'ai plus que 6 sommets, je vais prendre mon graphe avec
n sommets, je suppose que c'est vrai pour n-1 sommets, donc j'ai plein de sommets, et je sais que dans mon graphe, j'ai un sommet, ici il va avoir au plus 5 voisins. Donc là j'ai pris le pire cas où il en aurait 5, mais je sais qu'ici il y a moins de 5 voisins. Bah, je vais l'enlever, je vais appliquer mon induction, c'est-à-dire je vais colorier mon graphe comme je sais faire, parce que j'ai supposé que je savais faire. Je vais colorier mon graphe, et à la fin je vais regarder ce que j'ai ici. Donc j'ai colorié. Alors si j'ai du bol, je n'ai pas utilisé 5 couleurs ici. Quoi, non, même en fait on s'en moque vu que je fais 6 couleurs pour l'instant. Donc je colorie ici, et j'utilise au plus 5 couleurs, vu que j'ai 5 sommets. Mais j'ai le droit à 6 couleurs, donc il me reste une de disponible. Donc j'ai toujours une couleur de libre, et là j'ai que 5 couleurs de craie. J'ai du marron encore. Et donc je vais pouvoir mettre ma 6e couleur qui est libre et avoir réussi à colorier mon graphe avec n sommets à 6 couleurs. Donc comme ça, par induction, on va y arriver. Ok ? Donc on pourrait s'amuser à prendre un graphe planaire et à le faire. Alors si vous vouliez le faire, si vous prenez un graphe planaire et que vous voulez colorier... Donc je fais à peu près n'importe quoi. Comment vous allez vous y prendre si jamais vous voulez le colorier? La première chose à faire, c'est de trouver un sommet. En fait, vous allez trouver l'ordre dans lequel vous allez faire vos sommets, et vous allez prendre dans l'ordre inverse après. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sommets. Ben, je vais prendre un sommet qui a moins de 5 voisins. Alors comme j'ai bien fait mes choses, ils ont tous moins de 5 voisins, donc ça va être trop facile. Mais on pourrait rajouter un gros sommet ici qui a plein de voisins. Comme ça va être un peu moins facile. Mais du coup, je peux mettre en dernier... Je vais mettre ceux-là qui sont faciles. Hop, je vais choisir un ordre comme ça. Toujours, en fait, si je regardais les voisins plus petits, il n'y en a jamais plus que 5. 2, hop, 1. Et du coup, après, bah, vous allez choisir dans cet ordre, et à chaque fois, bah, le nombre de voisins qui sont coloriés, ça va être plus petit que 5, et du coup, j'aurai toujours une couleur disponible. Bon, je ne sais pas si vous êtes convaincus. Moi, je le suis assez, mais... Hop. À chaque fois, j'ai toujours une de mes 6 couleurs qui est disponible, vu que j'ai choisi mon ordre comme il faut. Donc en fait, le problème, c'est quand j'atteins par exemple le gros sommet, mais là, je l'atteins maintenant et j'ai que 3 couleurs pour l'instant, donc je peux facilement en trouver une de libre. Et eux, après, ils n'en ont plus qu'un, donc ça va aller. Ouais. Donc ça, c'est le théorème des 6 couleurs. Il n'est pas très compliqué. Les théorèmes de 5 couleurs, bah, ça marche un tout petit peu pareil, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc je vais vous le faire. Donc 5 couleurs, le début, c'est pareil. Si vous avez un graphe avec moins de 5 sommets, vous savez faire parce que vous avez juste 5 sommets, donc vous pouvez utiliser 5 couleurs différentes. Maintenant, vous prenez votre gros graphe, vous prenez votre sommet qui a 5 voisins. Si vous avez de la chance, il y a une couleur qui est utilisée 2 fois dans les 5 voisins. Donc vous n'avez que 4 couleurs qui sont utilisées. Donc mes couleurs, je vais essayer de ne pas tricher. Voilà, je prends que 5 couleurs dans ma main, comme ça. Donc si vous avez de la chance... Il y en a 2 qui ont la même couleur. Ça, j'ai perdu mon jaune. Donc là, j'ai mis 2 verts. Donc j'ai encore une couleur disponible. Je peux mettre mon dernier sommet en violet, c'est bon. Tout va bien. Donc le problème, ça va être quand vous avez les 5 couleurs qui sont utilisées là, et là, vous n'avez pas de couleur disponible pour votre sommet qui est ici. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder votre sommet vert, et vous allez essayer de voir les sommets verts et violets, qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple, lui, le sommet vert, il est peut-être relié ici à quelques sommets violets. Puis après, votre sommet violet, donc là, j'ai mis tous les voisins qui sont violets. Lui, ici, il a peut-être quelques sommets verts. Donc ceux-là, ils sont tous verts. Etc. Comme ça, vous allez propager jusqu'à temps que vous puissiez plus continuer. Premier cas, vous n'avez pas atteint ce sommet-là. Dans ce cas-là, vous inversez tous les violets et tous les verts. Et vous n'allez pas transformer la coloration va toujours être bonne parce que vous avez propagé le plus possible. Donc lui, si je le mets violet, et que je les mets tous verts, et que je les mets tous violets, etc., et que je propage sur toute ma composante de violet-vert, bah, je ne vais pas avoir changé, ce sera toujours une bonne coloration. Mais là, c'est bien parce que maintenant, j'aurai 2 sommets violets et je reviens au cas d'avant qui se passait bien. Donc le problème, c'est quand ici, j'arrive à revenir à mon sommet violet. Donc si j'ai réussi à faire un chemin, en fait, puis maintenant on s'en fout un peu du reste, hop,
pour que ça soit plus clair. Si j'ai réussi à faire un chemin vert, violet, vert, violet, vert, violet, j'ai beau ici changer en violet et changer toute la composante, lui il va devenir vert et j'aurai toujours les 5 couleurs et je n'aurai pas avancé. Donc on va faire pareil avec les jaunes et les bleus. Et là ce qui est bien c'est que votre graphe il est planaire quand même, parce que sinon ça ne marchait pas ce théorème. Et donc du coup, je ne vais pas pouvoir faire un chemin qui va du jaune au bleu, parce que j'ai pris la représentation planaire de mon graphe et du coup là je croiserai. Donc je sais que ma composante bleu-jaune, elle va rester à l'intérieur ici. Donc du coup, je sais que je peux inverser ici, donc je vais pouvoir lui mettre lui bleu et changer tous les bleus en jaune. Maintenant, j'ai 2 sommets bleus, et donc je vais pouvoir colorier mon dernier sommet en jaune. Et du coup, j'ai utilisé que 5 couleurs. Ouais. J'espère que je vous ai fait un peu sentir l'idée de ce théorème-là, et en fait, c'est à peu près la même chose qui est utilisée dans les 4 couleurs, sauf que du coup, maintenant, on a encore plus de cas, parce qu'il faut arriver à faire ça plus de fois. Alors maintenant, on va arrêter de parler, on va finir de parler de coloration. Donc juste pour faire un petit bilan, on peut toujours colorier un graphe planaire avec 4 couleurs, ça vous en aviez peut-être déjà entendu parler, maintenant vous avez peut-être un peu plus une idée de pourquoi. C'est quand même un problème difficile de savoir si c'est 3 ou 4 couleurs. Savoir si c'est 2 couleurs, c'est facile, parce qu'en fait, si vous coloriez un sommet avec une couleur, tous ses voisins doivent être de l'autre couleur, et ainsi de suite, et vous allez y arriver facilement. Mais 3 ou 4, ben, on ne sait pas. On ne sait pas décider, c'est-à-dire que c'est un problème difficile de savoir si on donne un graphe planaire, est-ce qu'il est 3 ou 4 coloriables. Alors que les graphes d'intervalle, on pouvait les colorier avec plein de couleurs facilement. Ici, on sait qu'on n'a pas besoin de trop de crayon de couleur, mais par contre, on ne saura jamais si c'est 3 ou 4. Voilà, on a des cas où on sait, mais... Une petite généralisation, c'est si on interdit, alors les mineurs, que je vous ai parlé avec les patates tout à l'heure, si vous interdisez n'importe quel mineur, par exemple, vous interdisez le graphe complet avec 50 sommets comme mineur, bah vous savez que vous aurez besoin d'un nombre borné de couleurs, c'est-à-dire un nombre limité de couleurs, pour colorier tous les graphes qui ont cette propriété-là. Donc ça, c'est pas très très dur à montrer. Par contre, il y a une conjecture qui est très très forte, parce que déjà elle généralise le terme des 4 couleurs et en plus elle s'étend pour n aussi grand qu'on veut, qui est la conjecture d'Hadwiger, qui dit que si on interdit le graphe complet à n sommets, alors on n'a besoin que de n-1 couleur. Alors pourquoi ça généralise le théorème des 4 couleurs? Parce que 4 graphes planaires, on interdisait le K5. Mais on interdisait aussi autre chose. Mais du coup, c'est une classe plus générale si on interdit que le K5, mais pas le K3,3. Pour ces graphes-là, c'est aussi 4 coloriables. En fait, le K3,3, il ne gêne pas pour la coloration. Ce qui gêne, c'est vraiment le K5. Donc cette conjecture-là, on sait la montrer pour 5 et pour 6. Et après, on ne sait plus. Mais déjà, c'est dur. Et on utilise le théorème des 4 couleurs qui, lui, est déjà pas compliqué, pas simple à montrer. Donc c'est quand même un gros truc. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à montrer un truc comme ça. Peut-être qu'on arrivera plus à trouver un contre-exemple, je ne sais pas. Voilà. Et pour finir sur la coloration en général, c'est un problème qui est difficile. Certaines classes de graphes, comme les graphes d'intervalle, vont bien se comporter, comme les graphes parfaits. On va avoir des algorithmes polynomiaux, on va bien... c'est sympa. Pour d'autres, comme les graphes planaires, on sait qu'on n'a pas besoin de trop de couleurs, mais on ne sait pas forcément décider. Pour d'autres classes, comme tous les graphes, on ne sait même pas si c'est borné ou pas. Et il y a plein de questions, il y a encore plein de chercheurs qui travaillent sur des questions comme ça. On fait plein de variantes de coloration. On colorie les arêtes au lieu de colorer les sommets. On cherche plein de problèmes. Donc c'est une grosse partie de la théorie des graphes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la coloration? Parce que maintenant, je vais passer à autre chose, complètement différent. Non, vous pouvez les garder pour la fin. Donc pour finir, je voudrais vous parler d'un autre problème sur les graphes qui est plus ce que moi j'ai fait en thèse, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de résultats qui n'étaient pas du tout ce que je faisais moi dans mes recherches. Et là, je vais vous parler pendant 5-10 minutes, juste vous expliquer ce que moi j'ai fait pendant ma thèse, et un peu les problèmes qu'on a montrés il y a 1 an, qui sont des problèmes qu'on regarde actuellement, nous, en théorie des graphes. Donc je vais parler de code identifiant. Pour l'instant, je vais juste vous parler de musée. Vous avez un musée. Donc c'est votre musée, vous le regardez d'en haut, ou c'est votre maison, ou c'est votre lycée, c'est ce que vous voulez. C'est un bâtiment. Vous le regardez d'en haut et vous avez vos pièces. J'ai mis des portes pour que ça communique entre les pièces. Et vous n'avez pas trop envie que votre musée brûle. Donc vous mettez des détecteurs dans votre musée, c'est-à-dire vous allez mettre, donc c'est mes petits carrés, c'est mes détecteurs. Et mon détecteur, il s'allume s'il y a un feu dans sa pièce ou s'il y a un feu juste à côté, parce que la fumée passe d'une porte à une autre, donc du coup le détecteur va s'allumer. Par exemple, si j'ai un feu qui est ici, le détecteur en haut à droite va s'allumer. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai vu qu'il y avait un feu. Si j'ai un feu ici, mon musée va brûler. Donc j'ai intérêt à les mettre plutôt comme ça. Si je les mets comme ça, là c'est bon, il y a un musée quelque part, j'ai réussi à le trouver. Et ce qu'on se pose comme question, c'est quel est le nombre minimal? Un peu tout à l'heure, c'était le nombre minimum de couleurs. On aime bien optimiser, donc on voudrait le nombre minimal de détecteurs, parce que les détecteurs, ça coûte très très cher, tout ça.
Ça, on peut le modéliser avec un graphe. Donc, naturellement, on va mettre un sommet dans chaque salle et une arête entre les salles quand elles sont voisines. Donc, on retrouve un petit graphe derrière. Et ce qu'on va chercher, en fait, c'est un ensemble qu'on appelle un ensemble dominant. Donc, un ensemble dominant, c'est un ensemble de sommets qui va couvrir tous les qui va couvrir tout le monde avec son voisinage. Tous les sommets, là, ils sont à côté d'un des sommets de mon ensemble dominant. Et maintenant, je peux oublier mon musée, qui était juste un petit prétexte, mais j'ai juste mon graphe. Et ça, c'est un problème qu'on peut se poser dans tous les graphes. Alors moi, je n'ai pas regardé exactement ce problème-là. Je regarde une variante de ce problème-là. Donc j'ai mes deux détecteurs. Et maintenant, j'ai un détecteur qui s'allume. Mais je me demande, où est mon feu? Est-ce que là, vous êtes capable de me dire où est le feu? Donc je sais que l'autre détecteur ne s'est pas allumé. C'est ça l'information importante. Donc je sais qu'il est en haut à droite. Parce que mon autre détecteur, il couvrait toutes les autres salles. Donc je sais que mon feu est là. Bon, maintenant, j'ai juste ce détecteur-là qui s'allume. Est-ce que vous savez où est le feu? On ne sait pas s'il est là ou là. On sait qu'il y a un feu, mais on ne sait pas dans quelle pièce il est. Donc si vous voulez pouvoir localiser précisément où est votre feu, bah, va falloir rajouter des détecteurs. Donc là, j'en ai mis un peu plus. J'ai mis 4 détecteurs. Et maintenant, dans chaque salle, je vais noter quels sont les détecteurs qui s'allument quand il y a un feu dans cette salle. Et j'obtiens ça. Donc par exemple, la salle en haut à gauche, il va y avoir les détecteurs A et B qui vont s'allumer s'il y a un feu dans cette salle. Ouais. Et donc là, je suis contente parce que dans chaque salle, mes détecteurs qui s'allument, c'est unique. Vous n'avez pas deux salles qui ont le même ensemble de détecteurs qui va s'allumer. Ouais. Donc là, n'importe quoi qui s'allume comme détecteur, je saurais dire, ok, c'est bon, c'est cette salle-là, de toute façon, c'était pas possible que ce soit une autre salle. Donc c'est ça qu'on va chercher, et ça, en fait, ça s'appelle un code identifiant. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble dominant, toujours, on veut quand même être sûr de localiser le feu, enfin, de savoir s'il y a un feu ou pas. Et en plus, on va demander que les voisins dans C, donc C, c'est mon code identifiant, soient uniques. Dans le voisinage d'un sommet, les sommets qui sont des détecteurs soient uniques. Une façon de le voir, c'est de faire un petit tableau comme ça. Donc à gauche, dans la colonne, là, j'ai mis tous mes sommets. À droite, et il y a une colonne par détecteur, et j'ai mis un point quand le détecteur s'allume, si c'est dans la salle. Donc je regarde. Alors quand je dis les voisins ici, c'est les voisins ou moi-même. Je me considère comme voisin de moi-même. C'est juste parce que si le détecteur est dans ma salle, il va s'allumer. Donc on dit que c'est le voisinage fermé. Donc là, par exemple, mon sommet 1, il y a le détecteur A et B qui vont s'allumer. Je fais l'intersection en fait avec le code. Le sommet 2, il y a juste le détecteur B. Le sommet 3, il y a B et C qui vont s'allumer. Et il faut que toutes mes lignes soient différentes. Et qu'il y ait toujours au moins un point dans une ligne. Ouais. Et ce qu'on cherche, c'est le plus petit code identifiant de G. Donc ça s'appelle gamma ID de G. C'est un problème qui a été introduit en 1998, donc c'est assez récent. Il y avait des variantes qui existaient déjà un petit peu avant. Mais... Voilà, alors des résultats, alors j'en ai pas, voilà, je voulais vous mettre un peu quelques résultats qu'il y avait sur les codes identifiants. Alors il y a beaucoup plus de résultats que ça en vrai, mais des résultats qui me semblaient intéressants. Donc premièrement, c'est toujours difficile de calculer la taille du plus petit code identifiant. C'est toujours difficile, et ce qu'on a montré il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, c'est que c'est aussi difficile pour les graphes d'intervalle. Et ça, c'est assez surprenant, parce que les graphes d'intervalle, c'est quand même une classe qui est assez simple. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent très bien pour les graphes d'intervalle. Par exemple, la domination. Trouver un ensemble dominant de taille minimum, ça se passe bien? Ouais. Non? Non pas. Mais code identifiant, c'est difficile dans les graphes d'intervalle. Donc ça, c'est un résultat qui est assez récent. On peut toujours enlever un sommet. Alors ça, il faut quand même que votre graphe... Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un code identifiant, ça n'existe pas tout le temps. Par exemple, vous prenez deux sommets qui ont les mêmes voisins. Donc, si vous prenez deux sommets qui ont exactement le même voisinage et qui sont adjacents, vous n'allez pas pouvoir faire de code identifiant là-dedans parce qu'ils verront toujours la même chose, quoi. Vous ne pouvez pas les séparer. Si je mets un détecteur ici, bah, lui, il le verra, lui, il le verra, et vous n'allez jamais pouvoir faire un code identifiant. Mais si vous n'avez pas de jumeaux comme ça, deux sommets qui ont la même chose, donc vous avez au moins une arête, vous pouvez toujours enlever un sommet. Alors vous allez me dire, c'est pas très fort comme résultat. Mais quand même, on sait que, voilà, on n'a pas de... On sait que, on peut toujours enlever un sommet. En fait, ce qu'on avait fait aussi pendant le début de ma thèse, c'est qu'on avait classé tous les graphes, on avait dit exactement les graphes qui avaient besoin de S-1 sommet. Le premier graphe qui a besoin de tous sauf un, c'est celui-là. Alors celui-là, si vous voulez faire un code identifiant là-dedans, vous allez regarder, par exemple, ces deux sommets-là. Où c'est que je suis obligé de mettre un détecteur pour être sûr de distinguer le feu entre ces deux-là? En fait, je suis obligé de le mettre ici, mon détecteur. Parce que, bon, lui, il est trop loin. Et eux deux, ils se voient mutuellement. Donc, du coup, ils ne vont pas se séparer. Donc, je suis obligé d'en mettre un ici, de détecteur.
Comme ça, ces deux-là, ils n'auront pas le même voisinage. Symétriquement, je suis obligée d'en mettre un ici. Et maintenant, si je regarde les deux au centre là, pour l'instant, ils voient la même chose. Donc je suis obligée de rajouter un troisième détecteur. Et du coup, je vais mettre un troisième détecteur là, ou là, c'est pareil. Et là, par contre, c'est bon. Ils ont tous des voisinages différents. Donc le chemin à 4 sommets, c'est un exemple de graphe qui a besoin de tous ces sommets sauf un pour être identifié. Puis nous, on a classé, on a mis tous les graphes comme ça qui avaient besoin de ça. Maintenant, dans l'autre sens, il y a quand même avoir des graphes qui vont être bons pour l'identification, mais ces graphes-là, ils ne pourront pas avoir non plus trop de sommets. Autrement dit, si vous savez votre nombre de sommets, vous savez qu'il vous faudra au moins log du nombre de sommets plus 1. Alors pourquoi? C'est pareil, vos sommets ils sont identifiés par un sous-ensemble d'éléments. Vous savez que votre nombre de sommets, du coup, il ne va jamais être plus petit que 2 puissance le code. Donc K, ça va être le nombre d'éléments dans mon code identifiant. Tout sommet, il a un ensemble unique de codes. Et le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à K éléments, c'est 2 puissance K. Moins 1 parce que je n'ai pas le droit de faire l'ensemble vide. Et ça, si vous le retournez, ça veut vous dire que tout code identifiant doit avoir au moins log en base 2 de S plus 1 sommet. Et ça, vous pouvez faire des graphes qui atteignent. Comment vous allez faire votre graphe? Vous allez prendre vos 3 détecteurs que vous voulez et vous allez faire tous les sous-ensembles possibles. Donc eux, ils vont être identifiés juste par eux-mêmes. Je ne vais pas leur mettre de lien. Et après, je vais faire un sommet qui voit ces deux-là. Donc ça, c'est mon code. Un sommet qui voit ces deux-là, un sommet qui voit ces deux-là, et un sommet qui voit les 3. Du coup, j'aurais fait exactement 7 sommets, donc 2 puissance 3 moins 1. Et je vais faire un code identifiant de taille 3. Et ça, je peux le généraliser à ce que je veux comme taille. Et là, toujours dans les graphes d'intervalle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'on pouvait un peu changer cette borne-là. Et on peut, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver, ces graphes-là, ils vont vite plus être des graphes d'intervalle. Et on va dire qu'en fait, on va montrer que dans un graphe d'intervalle, il faut au minimum racine du nombre de sommets, alors fois une constante, élément dans mon code identifiant pour identifier mon graphe. C'est-à-dire qu'un graphe d'intervalle va être plus difficile à identifier que tous les graphes en général. On a des contraintes qui font que c'est plus difficile. Et une question ouverte sur laquelle je suis en train de chercher, par exemple, c'est est-ce que pour les graphes d'intervalle unitaires, ça veut dire qu'au lieu d'avoir le droit d'avoir des intervalles très longs, ils doivent être tous de la même longueur. Donc je n'ai le droit que des intervalles de longueur 1. Donc ça fait des graphes qui ne sont pas très compliqués, mais pourtant pour cela on ne sait pas faire. Pour l'instant, on n'a pas d'algorithme efficace qui nous dit quelle est la taille du plus petit code identifiant ou pas. Voilà. Pour l'instant, c'est une question sur laquelle on regarde. On pense quand même qu'il y a un algorithme polynomial, mais on n'arrive pas à le montrer. Voilà. Alors, pour finir, j'espère que je vous ai convaincu que les graphes, c'était chouette. Qu'il y en avait presque partout, cachés un peu dans pas mal de choses. Ça permet de modéliser, en fait, des problèmes de manière assez simple. C'est un domaine qui est assez récent. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des résultats comme les trucs de théorème des 4 couleurs, les graphes parfaits qui existaient avant, mais c'est quand même la plupart des notions et tout ça, c'est des choses qui avancent maintenant. Et puis par rapport au reste des mathématiques, c'est quand même assez récent. Qui est entre mathématiques et informatique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser quand même beaucoup à des questions d'algorithmique. Je vous en ai pas mal parlé, de questions est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile à calculer algorithmiquement. Donc c'est situé entre mathématiques et informatique, on ne sait jamais trop où se placer. En France, c'est plutôt en informatique, en Belgique, c'est plutôt en maths. Donc, ça dépend des endroits. On va quand même faire des preuves et des théorèmes, donc c'est pour ça qu'on est un peu plus du côté maths. Moi, ce qui m'avait attiré, c'est que c'est des problèmes qu'on arrive facilement à exprimer, on arrive facilement à comprendre le problème, etc. Mais pourtant, derrière, il y a des choses qui ont l'air très simples. Le théorème des 4 couleurs, ça s'exprime en une phrase, et qui sont très très compliquées à montrer, qui ont mis 100 ans à être montrées. Et il y a tout plein de questions ouvertes, on peut faire à chaque fois des variations et tout ça. Donc il y a encore plein de questions ouvertes, c'est un domaine qui est assez actif de recherche. Voilà. Merci. Passer aux questions. Bonjour. Est-ce qu'il existe des classes de graphes, par exemple les graphes planaires ou en excluant certains mineurs, pour lesquels le dernier problème dont tu as parlé serait, ce serait facile de trouver une configuration avec le nombre minimal de caméras, quoi, enfin de détecteurs de fumée. Alors,
Alors, on sait, pour les codes identifiants, il y a très peu de classes où on sait faire des algorithmes. On sait faire pour les arbres. Et encore, c'est pas évident. On sait faire pour les arbres. Et c'est tout. D'algorithmes qu'on connaît pour l'instant. Non, on sait faire les cographes. Donc les cographes, c'est des graphes que tu construis en prenant... Tu as le droit à 2 constructions. Donc tu commences avec un sommet tout seul. Et après, tu as le droit, soit tu prends 2 cographes et tu relis rien entre eux. Donc tu fais 2 graphes disjoints qui ne sont pas connexes. Soit tu prends 2 cographes mais tu relis tout entre eux. Donc là, tu mets tout. Et ces graphes-là, on sait, donc c'est pas une grosse classe de graphes. C'est la classe des graphes qui n'ont pas de chemin de taille 4, donc pas ceux-là, comme graphe induit. Donc ça, c'était la première notion de sous-graphe que je disais. Donc pas comme graphe induit ni celui-là, ni dans le complémentaire du graphe. Donc il n'y a pas de 4 comme ça. Donc pour cela, on a un algorithme polynomial. Pour les autres, on ne sait rien. On sait que pour les graphes planaires, c'est au moins c'est linéaire avec le nombre de sommets. C'est-à-dire qu'on doit savoir que c'est plus petit que le nombre de sommets sur 7. Au moins, pardon. La taille du code, c'est au moins le nombre de sommets sur 7. Voilà, mais on ne sait pas grand-chose. Merci. En fait, on sait même que c'est compliqué dans les graphes planaires. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Vous avez dit pour le problème de dominant, Ouais, il est résoluble dans le cas des graphes intervalle. intervalles. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui trouve l'ensemble dominant de taille minimale. On a un algorithme qui le fait. Un algorithme qui comment? Polynomial? Oui. Ah oui, quand je dis, non, mais quand je dis qu'il y a un algorithme, c'est les polynomial, parce que sinon, là, pour les codes identifiants, je pourrais essayer tous les sous-ensembles, mais ce sera exponentiel. Donc quand je dis que c'est facile ou qu'il y a un algorithme qu'on sait faire, c'est que c'est un algorithme polynomial. C'est quelle référence? Vous avez une référence par rapport à cela? Je peux vous en trouver une, mais si vous faites algorithme de domination, mais en fait, l'algorithme, il est simple, dans le sens où vous faites comme au début, on ordonnait par les intervalles de début croissant, et vous prenez le dernier que vous avez besoin pour dominer le premier. Vous le prenez, et du coup, lui, il va dominer plein de trucs, puis dès que vous avez quelque chose qui n'est pas dominé, vous allez prendre à chaque fois le dernier que vous avez besoin pour dominer. Il est assez naturel, l'algorithme de domination. Je ne connaissais pas ça parce que je travaille sur les dominants. Bon, Ouais. pas exactement le dominant, mais sur les forêts d'étoiles. Ouais. Et comme on ne connaît pas pour les forêts d'étoiles, comment dire, on ne connaît pas d'algorithme dans certaines classes, Ouais, y compris les classes d'intervalle. d'accord. Donc, c'est pour ça que je me pose la question. Si on connaissait pour le dominant, facilement, parce que le dominant, c'est quoi? C'est les centres, Ouais. c'est les centres de Des étoiles. Classe, Ouais. Oui. Forêt d'étoiles. C'est le centre des étoiles de ma forêt. Bon, on peut en parler après, sinon, mais non. Enfin, en tout cas, l'algorithme, il est pas compliqué. Après, ça dépend si les étoiles elles doivent être induites ou pas, ou je sais pas, mais. En tout cas, c'est. Sinon, je pense qu'en tapant sur Google domination, algorithme, intervalle, vous tombez dessus assez vite. Quoi. Mais Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, c'est à propos du premier exemple que vous avez pris dans le métro, Oui. quand on décidait d'aller à une station et qu'on essayait de trouver le chemin le plus rapide pour Ouais. accéder à ces stations. Comment est-ce qu'on modélise ça dans les graphes? Parce que vous avez dit que les traits, en fait, ça comptait pas vraiment, dans le sens où ça représente ni une distance ni rien. Comment Alors, est-ce qu'on ajoute cette dimension-là dans Voilà, en les fait, il y a plein de problèmes. On va mettre des valeurs sur les arêtes. On va rajouter des poids sur les arêtes. On va dire que ça prend 5 minutes, ça prend 3 minutes. On va rajouter des poids dessus. Et du coup, on va dire que la distance entre deux sommets, on va additionner les poids qui sont dessus. Donc du coup, alors, bon, le problème des métros, c'est que tu vas avoir les temps de changement qui vont être plus longs, etc. Donc je pourrais aussi mettre des poids pour dire, pour passer d'une arête à une autre. Tu as pas mal de variations. Ces problèmes-là, on sait assez les résoudre. Et souvent, on rajoute des poids sur les sommets, sur les arêtes, puis on va dire qu'on va faire la somme des poids sur toutes les arêtes. D'accord, merci. Ça permet de modéliser de nombreux problèmes. Vous auriez des
Par exemple, je sais pas, ce qui me vient à l'idée, par exemple, c'est l'allocation de fréquences pour des radios. On a des radios, on va devoir leur mettre une fréquence, mais on ne veut pas que deux radios qui soient trop proches aient la même fréquence, parce que du coup, elles vont s'interférer. Donc derrière, en fait, il va y avoir un problème de coloration où on va dire la distance. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît évident comme modélisation ou pas, par un graphe, mais on va pouvoir voir ça derrière. Bon, c'est un exemple. Là, comme ça. Souvent, c'est sûr que le graphe apparaît assez naturellement dans ce qu'on va voir. Mais... Et en cryptographie, Alors, en cryptographie, alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que donc il y a l'hypercube qui est un graphe qu'on va avoir. Si on prend des messages codés sur 0,1, on va prendre les mots. Je vais prendre des choses comme ça sur 0,1 et je vais pouvoir dessiner un graphe en disant que lui, il est à côté de 0,1, 0, où j'ai juste changé un des chiffres. Et je vais pouvoir faire un graphe où tous mes sommets, c'est mes mots comme ça sur 0,1. Et je vais dessiner un trait quand deux mots changent juste sur une valeur. Donc ça va me faire un graphe qui s'appelle l'hypercube. Et par exemple, si vous faites des codes correcteurs d'erreur, là, vous allez chercher un ensemble dominant, comme j'ai dit. Dans l'hypercube, vous allez vouloir choisir quels sont les mots que vous allez faire passer pour pas que deux mots soient trop proches l'un de l'autre. Alors ça ressemble au dominant. C'est plutôt un peu le contraire. On va mettre des points assez éloignés l'un d'entre eux. Et donc ça va être des applications en cryptographie. Qui sont, du coup, pour le coup, le graphe est peut-être moins visible derrière. Bon, je voudrais juste faire une remarque sur l'emploi du temps au début, sur l'exemple. J'ai vu que le cours de chimie il durait de 8h30 à 15h. Je pense que c'est un peu optimiste, même si... Parce qu'il y a des TP, les travaux pratiques, ça prend longtemps. Ils ont le droit de manger quand même. Bon, en parlant de manger, je pense qu'on peut passer au goûter. Merci. Merci beaucoup.